Ça, je l'ai acheté à la boutique de l'Assemblée nationale. Hein. Bon, et ben bonjour, c'est la 149e revue de la semaine. Allez hop, le générique. Bon, ça fait un mois que j'ai pas fait de revue de la semaine, donc j'ai reçu des messages de gens qui me disent « Alors, qu'est-ce que vous faites au juste? Vous appelez ça la revue de la semaine et vous disparaissez pendant un mois. » Bon, il y a eu les fêtes, tout ça, mais c'est vrai que je rencontre une difficulté. Pendant très longtemps, je m'exprimais longuement, pratiquement que sur la revue de la semaine. Je faisais pratiquement plus aucun média, je voulais plus. Là, on est entré en campagne, évidemment, la situation est complètement différente et je dois être présent à la fois sur les réseaux sociaux, je crois que je le suis bien, mais aussi dans l'officialité médiatique, parce qu'elle existe, elle continue d'être là, et quand on y accède, quand ça se passe dans des conditions qui ne sont pas des traquenards, c'est plutôt satisfaisant, parce que bon, bah, vous êtes interpellé par des journalistes qui vous posent des questions, qui des fois, bon, elles sont un peu piquantes, mais ça permet d'éclairer le point de vue et de faire connaître ses idées. Bon, il y a d'autres fois où c'est nul parce que c'est des traquenards, c'est pas des émissions, mais reconnaissons que ces temps derniers, en général, ça s'est plutôt bien passé pour moi parce que notamment j'évite les endroits qui sont insupportables ou peu respectueux. Bon, voilà, et puis c'est pas très difficile pour moi de repérer qui c'est qui se prépare à faire des traquenards. Il suffit que je lise ce qu'ils mettent sur leur site. Quand vous voyez que France Info, juste pour expliquer que je parle de l'anonymat des parrainages, éprouve le besoin de montrer en photo la bouche ouverte, des poings crispés, tout ça, vous avez compris que c'est plus tout à fait de l'information, c'est une forme d'engagement qu'on peut comprendre. Quand c'est que le Figaro, par exemple, soit à droite, bah, ils ont bien le droit quand même, les gens de droite, d'avoir un journal à eux qui explique la vie comme ils la voient, ou bien que les chrétiens lisent la Croix, parce que la Croix leur parle de la vie comme ils la voient, et qu'ils ont besoin de ce journal pour réfléchir. Bon, tout ça est parfait. Ce qui est inacceptable, c'est des gens qui se prétendent de service public et qui vous mènent des guerres politiques. Hein. Alors que ce soit par l'image, par des émissions où on est maltraité. Je ne sais pas si vous avez vu Mathilde Panot sur la TV France Info, c'est insupportable, la manière dont elle a été traitée. Enfin bref, vous savez tout ça. Toujours est-il que comme j'ai plus de présence médiatique dans l'officialité d'une part, d'autre part que je suis très présent sur un certain nombre de réseaux sociaux, vous savez comme moi, YouTube, on a dépassé les 600 000. À chaque fois, on dit avec Antoine, on fera une émission spéciale pour le 100 000 suivant. Puis le temps qu'on dise ouf, on y est arrivé. Bon, c'est le cas de YouTube. Sur TikTok, on est à 1 million d'abonnés. Sur Facebook, où l'algorithme doit faire des tris un peu spéciaux, parce que tourne et retourne depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, je suis bloqué à 1 million 200 000 ou 1 150 000, bon, ça tourne dans ces eaux-là sans que ça bouge. Donc clairement, je suis contenu, hein, en quelque sorte, par l'algorithme de Facebook. Bon, alors voilà, alors, bon, je vous présente mes excuses, j'aurais dû faire plus de revues de la semaine, j'en ai pas fait, mais je suis content parce que la dernière fois, j'ai pu m'exprimer et présenter mes vues à propos de la situation en Nouvelle-Calédonie, et vous savez que il y a eu un référendum et tout ça. Bon, bah, c'est le seul endroit où je peux en parler parce que aucun média ne s'intéresse à ça, me demande mon avis. Ça compte pas. Bon, là, je voudrais pouvoir à chaque fois parler d'un sujet qui me laisse un peu un espace pour le développer. Et bien justement, c'est ce que je vais faire. Je veux vous parler d'un moment un peu spécial. J'étais sur un média. C'est le grand jury de RTL, LCI, Le Figaro. Alors il y avait donc les journalistes de ces trois médias qui étaient là et qui posaient leurs questions. Et en cours de route est arrivée la question de l'héritage. Bon. Alors c'est une vieille histoire entre la gauche historique et la droite historique que cette question de l'héritage. Les gens de la gauche historique ont toujours été contre la transmission du capital d'une génération à l'autre. Tandis que la droite historique a toujours été plutôt pour, même très très pour, considérant que c'était un droit naturel et que d'une génération à l'autre, l'accumulation comme ça pouvait se faire. Il y a eu un temps où l'héritage jouait un rôle économique, c'est-à-dire que la transmission d'un patrimoine accumulé à la génération suivante permettait une accumulation encore plus grande, et c'est ce qui permettait aussi d'alimenter le capitalisme.
Alors évidemment qu'à gauche, il y a moins de gens qui héritent beaucoup, hein, donc c'est une question qui ne paraissait pas si importante. Mais, comme toujours, les dominants arrivent à créer des idées, des émotions qui les servent. Donc ils sont partis, chaque fois que la gauche a essayé de présenter des idées à propos de la limite à donner à l'héritage, c'est les levées de boucliers, parce qu'ils ont réussi à créer une ambiance où les gens croient que bon, on va leur prendre leur héritage. Et ils entendent des choses, c'est du pur préjugé. Hein. J'ai connu quelqu'un comme ça qui me disait « Ah là là, mais tu comprends, notre petite maison, on voudrait pouvoir la transférer, c'est normal, nos parents ont trimé toute la vie, ils étaient contents de léguer ça à leurs 2 enfants. » Bon, bah, cela, bon là, c'est un lien direct de famille, mais apparemment, il leur manque quelques éléments. Et je vais dire lesquels. C'est que jusqu'à 120 000 euros, personne ne paye rien. Si vous avez 240 000 euros d'héritage et que vous êtes 2 à hériter, ça fait 120 000 chacun, personne ne paye rien. Donc, pour une transmission d'un héritage d'une maison, par exemple, qui vaudrait 240 000 euros, ce qui est une somme quand même... à Paris, avec ça, vous achetez un placard à balai, mais dans la vie normale, des villes normales, avec 240 000 euros, on est déjà dans des choses qui ont du sens. Hein. Vous voyez, donc jusqu'à 120 000 euros, on ne paie rien. Bon. Donc il y a beaucoup de préjugés. Et c'est évidemment, comme d'habitude, les gros se cachent derrière les petits. Alors, c'est vrai qu'il y a un point de vue philosophique et économique. C'est que nous, on n'est pas d'accord pour que se constitue une société dans laquelle une aristocratie, en quelque sorte, se reconstitue des héritiers et des rentiers. Et bon, des gens qui, comme l'avait dit un noble au moment où a été votée l'abolition des privilèges des nobles, le 4 août 1789, il y en a vu qui a une super belle formule, il avait dit « ceux qui ne se sont donné que la peine de naître ». Bon, donc vous avez des gens, c'est la seule peine qu'ils ont éprouvée, c'est naître. Et puis après, bah, ils sont immédiatement devenus rentiers. Bon, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'était l'ancien régime. Là, depuis, disons, un siècle, la tendance, c'était que non, c'était pas ce patrimoine acquis d'avance qui déterminait la hiérarchie des fortunes dans la société. Bien sûr, il y en avait, hein, mais globalement, en tendance, c'est pas ça qui l'emportait. La tendance est renversée, et maintenant, de plus en plus, l'héritage détermine la position que vous occupez dans la société. Par exemple, vous ne pouvez pas vous loger à Paris si vous n'avez pas un héritage au départ qui vous permet de vous constituer un capital, parce que la banque ne vous prêtera jamais 100% de ce dont vous avez besoin. C'est donc impossible de se loger. Donc vous voyez bien que la hiérarchie des quartiers, des positionnements à l'intérieur de la ville, puis entre la banlieue et la ville, bah, dépendent de cette accumulation qui se fait et qui se transmet. Et du coup, comme cette accumulation se fait et se transmet, il n'y a que les plus riches qui peuvent payer, donc c'est ceux qui héritent, ou qui ont des super payes, ou une infime minorité, parce qu'elle a gagné au loto. Hein, mais ça, c'est plutôt rare. Alors, c'est cette pente qui est en train de se retourner, comme je viens de vous le dire. Et donc, il faut intervenir. Et si on le fait, nous, on propose ça dans notre programme L'Avenir en commun, jusqu'à 120 000 euros, personne ne paye rien. Si vous avez hérité de 120 000 euros, vous ne paierez rien. Donc, si votre part de la petite maison de vos parents, c'est 120 000 euros, vous ne payez rien. Et naturellement, je n'ai pas non plus l'intention de nationaliser la petite maison, la voiture, le frigo, que sais-je encore, j'ai tout entendu sur le sujet. Non, sérieusement, c'est pas ça la cible. La cible, c'est de casser la dynamique de l'accumulation qui crée une hiérarchie sociale simplement en naissant. Hein. Après qu'il y ait une hiérarchie des revenus, qu'il y ait une hiérarchie des biens, on le sait. Hein. On n'a jamais dit que nous, ça va être tout le monde pareil. Ça s'imaginerait, hein, tout le monde pareil. Mais c'est pas ça qui est prévu dans le programme, donc je ne vais pas raconter d'histoire. Notre programme, c'est un programme de transition. Il part d'une situation pour aller vers une autre. Alors on en dessine les grands traits, mais ça se traduit par des mesures concrètes, en quelque sorte intermédiaires. Là, en voilà une. Et cette mesure concrète intermédiaire concernant l'héritage, quelle est-elle ? Tous ceux qui gagnent plus de 12 millions d'euros, c'est-à-dire ceux qui gagnent 13 millions d'euros, ceux qui gagnent 14 millions d'euros, 15 millions d'euros du fait d'un héritage, à partir de 12 millions, tout ce qu'il y a au-dessus, on le taxe à 100%. Alors, c'est un point de vue, je l'ai dit, bien sûr, philosophique, politique, mais c'est aussi, pour moi, quelque chose de très concret. Pourquoi ? Parce que ceux-là sont les héritiers,
en quelque sorte familiaux, c'est la société des héritiers. Et puis moi, je suis plutôt pour que les gens héritent de la société. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous. Ceux qui n'ont pas d'héritage, ils héritent de ce qui a été fait avant. Il y a de l'électricité, des routes en bon état, des hôpitaux, des écoles en principe, et ainsi de suite. Vous en héritez, c'est pas vous qui les avez payés, c'est vos parents, la génération précédente, ou la génération actuelle paye les prochaines écoles, et ainsi de suite. Donc, comment ça se traduit? Regardez là, si je fais ça, tous ceux qui gagnent plus de 12 millions par leur héritage, et que je prends 100%, ça fait une somme. Cette somme, c'est pour quoi faire? Pas pour régler un compte, ni pour nous venger. C'est pour l'utiliser à quoi? Avec cette somme, on peut donner 1063 € pour chaque étudiant et pour chaque jeune qui est dans l'enseignement professionnel, c'est l'engagement que j'ai pris, c'est-à-dire depuis la classe de seconde professionnelle, incluant après jusqu'au bac pro, le BTS, brevet de technicien supérieur, ou les diplômes universitaires de technologie, mais là il serait parmi les étudiants, donc ça serait la même catégorie. Vous voyez comment, avec l'héritage individuel au-delà de 12 millions d'euros, je rends chaque jeune qui étudie héritier de la société pour 1063 € par mois. Voilà. La somme, telle que c'est là, il suffit. Alors, comme j'en étais là, que je faisais cette proposition, pour que vous connaissiez l'histoire, quelqu'un a dit oui, mais c'est pas juste parce que l'impôt m'a volé ce qui était l'héritage de ma marraine. Bon, alors j'ai vu ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il raconte? Quelqu'un avait sa marraine n'avait pas d'enfant, et puis a décidé de lui léguer la totalité de ce qu'elle avait. Et l'État passe là-dessus, parce que quand vous n'êtes pas en descendance directe, la taxation est plus forte. Parce que alors là, on me dit, vous êtes d'accord, vous êtes donné jusque le mal de naître, et même pas dans la famille. Vous êtes à côté, vous n'êtes pas en ligne directe. Alors s'il vous plaît, est-ce que ça vaut des millions de s'être donné le mal d'être le cousin ou le neveu de quelqu'un de très riche? On peut quand même admettre que là, la taxation n'est pas la même que quand c'est ses propres enfants ou les gens que l'on a adoptés personnellement qui rentrent dans la filiation avec une adoption entière. Donc, puisque le problème était posé, on y a réfléchi. Et on s'est dit, ok, vous héritez de quelqu'un comme ça, et puis vous voudriez qu'on vous applique le droit de la filiation directe. Non, on n'est pas d'accord. Parce que ça serait sans contrepartie. Et nous, on voudrait qu'il y ait une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est est-ce que vous êtes occupé de votre marraine pendant qu'elle était vivante? Est-ce que vous avez assuré avec elle le financement si elle a été dans un EHPAD, ou le financement de l'aide à domicile, ou est-ce que vous vous êtes occupé de vous assurer qu'elle avait toujours bien à manger? Alors, sans doute que oui, je ne suis pas en train de juger le cas particulier qui a été soulevé, mais c'est pour dire, la contrepartie, alors si on crée un lien de cette nature, on peut l'organiser. Et j'ai trouvé un mot pour désigner ça, l'adoption sociale. C'est-à-dire que vous adoptez quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre famille. Et là, il s'agit d'adultes. Alors, de quoi je me suis inspiré? De ce qui existe déjà pour les enfants. Par exemple, si dans les familles recomposées, si votre conjoint ou votre conjointe a des enfants, d'abord vous-même peut-être aussi, alors quand vous faites famille ensemble, et que vous savez très bien comme moi qu'il se crée des liens d'affection qui sont aussi solides que n'importe quel lien de parentalité, de père à enfant, de mère à enfant, ou d'enfant à parent, voilà. Et je sais pas, j'imagine que parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui, comme moi, ont ce qu'on appelle des demi-frères ou sœurs. Aucun d'entre nous ne dit machin est mon demi-frère, mon frère ou ma sœur. On ne fait pas les demi, ça n'existe pas. Alors, donc ça c'est pour vu depuis le balcon des enfants, puis vu depuis le balcon des parents, il y a un lien qui se crée. Nous avions créé, ma sœur aînée et moi, et mes autres frères et sœurs, mais ma sœur aînée et moi, un lien d'affection avec l'épouse de mon père. Nous n'avons plus aucun droit sur elle. C'est une dame qui a 93 ans. Et voilà, elle a été mise en tutelle à Valence, en Espagne, et nous, on ne peut plus rien faire. On n'a aucun droit, de rien. Elle est là-bas, et puis c'est tout. On n'a rien à dire. C'est pas normal, parce qu'il existe un lien d'amour et d'affection entre nous. Et c'est un lien filial. D'accord, j'ai une mère, il n'y a pas de problème. Paix à ses cendres, mais
Et ce que je vous raconte là, c'est pour vous mettre à l'aise. Je vous donne un exemple personnel, c'est pas très habituel, mais ça vous permet de vous projeter dans ce que vous connaissez autour de vous. Bon. Celui ou celle qui a élevé des enfants qui n'étaient pas les siens, il y a un lien très fort, mais dans les deux sens qui fonctionne. Eh bien, donc, vous pouvez faire une adoption pleine ou une adoption simple avec ses enfants. Alors, il faut qu'il y ait un accord aussi, évidemment, de l'autre conjoint. Hein. Mais ça se fait. Alors, en partant de cette idée, de ce modèle, je me suis dit avec ceux qui travaillent sur les sujets, bah nous, on vit quand même au XXIe siècle. Donc, on sait que la relation d'affection entre les gens se sont réorganisées. La preuve, aujourd'hui, on reconnaît le Pacs, qui est une forme de mariage, et le mariage lui-même, de personnes de même sexe. D'accord ? Ça choque plus grand monde. On en pense qu'on en veut, mais c'est pas au point de dire on veut l'interdire. Au contraire, on dit écoutez, chacun vit sa vie comme il l'entend. Hein. Alors, c'est pas si compliqué que ça de faire sa place à la nouveauté, à des choses auxquelles on n'était pas habitué jusque-là, qui s'étaient jamais vues. Mais aujourd'hui, les familles recomposées, c'est la majorité. Hein. Je sais pas quelle est la proportion, mais je crois que c'est un couple sur deux qui est divorcé. Quand j'étais gamin, c'était pas le cas, hein, j'aime bien vous le dire. Hein. C'était vraiment l'exception rarissime et tout le monde regardait ça avec des yeux comme ça. Bon. Donc, les situations que je viens d'évoquer de familles recomposées, elles ont lieu et nous devons chercher de plus en plus à les régler de la façon la plus simple possible pour reconnaître la pluriparentalité. Mais je ne veux pas tourner autour du pot. Ça a été ma porte d'entrée pour réfléchir. Puis après, ce que je propose, c'est l'adoption sociale entre des adultes et qui n'ont pas entre eux une relation d'amour ou une relation matrimoniale ou quoi que ce soit de cette nature. Juste des gens qui s'aiment beaucoup et qui s'entraident. Alors, je peux donner des exemples très nombreux. Par exemple, dans les fratries méditerranéennes, dans nos familles. Hein. Autrefois, il y a 3 générations, la cadette, c'était toujours comme ça. Toujours elle restait à la maison, elle ne se mariait pas, et elle s'occupait des vieux parents. Et ensuite, je vous raconte la vie, là, l'aîné, c'était son mari mourait, parce que les hommes et les femmes ne vivaient pas aussi longtemps ensemble qu'aujourd'hui, quand ils vivent longtemps ensemble. Hein. En général, les couples, c'était 19-20 ans, puis après, au bout de 20 ans, il y en avait un des deux qui était mort, d'ailleurs souvent toujours le même, l'homme, ou bien la femme pour des mauvaises passes de mort en couche ou des choses de cette nature. Mais le plus fondamental est que les gens se marient avec un écart d'âge assez net entre hommes et femmes, et que l'homme mourait le premier au bout de 19-20 ans de vie commune. Donc après, il y avait une autre vie. Alors, quand l'aîné avait perdu son époux, on mettait les deux tatas ensemble, et on louait un appartement où elles se trouvaient ensemble. Et des fois, c'était, vous savez, croisé, c'est-à-dire la tata d'une branche de la famille avec la tata de l'autre branche de la famille. Bon, voilà, les gens s'arrangeaient. Mais évidemment, quand l'une des deux venait à mourir, c'est la catastrophe. Il fallait rendre l'appartement, on ne savait pas quoi faire de l'autre. Puis c'était très douloureux, très, très, très déchirant. Donc une adoption sociale créerait des droits mutuels, hein, d'assistance mutuelle, un accès à une forme de l'héritage momentané pour la période, par exemple, on peut mettre aux survivants de l'adoption sociale, et puis après, le bien retourne dans la famille, si on le veut, hein, dans la famille biologique, s'il y en a une. D'accord ? Donc ce statut de l'adoption sociale, c'est 2 personnes qui décident de s'entraider. Ça ne veut pas dire qu'elles veulent se marier, parce que c'est pas le sujet, elles veulent s'entraider. Et puis, en y réfléchissant avec mes amis, on était partis sur l'idée de penser la famille, parce que ça a du sens pour nous, mais dans ce qu'il y a de meilleur dans la famille. C'est pas toujours génial, hein, la famille, il faut pas raconter d'histoire, hein. Il y a des fois où c'est assez pénible. Mais dans ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire des gens qui s'entraident, parce qu'il y a un lien entre eux, c'est une forme d'aide inconditionnelle. Les parents, souvent, aident leurs enfants de manière quasi inconditionnelle, quand ils ne demandent pas des choses qui sont pas réalistes, hein. Mais bon, c'est pas le cas. D'accord ? Donc, en y réfléchissant, on dit, mais c'est formidable, on a trouvé la formule de base d'un engagement mutuel, et ça, c'est la société de l'entraide. La cellule de base de la société de l'entraide, on pourrait dire, c'est la famille où les gens s'entraident, mais là, c'est encore mieux. C'est des gens qui se choisissent pour s'entraider. Je voulais vous donner ces explications pour que vous compreniez le contenu philosophique, en même temps qu'économique et social, de cette mesure de l'adoption sociale. Alors il faudrait que les gens qui font l'objet d'une adoption sociale
c'est quoi? On va pas dire je suis un adopté social d'Antoine, par exemple, hein, puisque c'est lui qui est de l'autre côté de la caméra, ou il va pas dire je suis l'adopté social de Jean-Luc. Hein. Bon, on peut dire, on va trouver un nom. Je propose comme mot, comment ça s'appellerait? Quel serait ce statut? C'est celui de partenaire civil. Voilà. Le partenariat civil est en quelque sorte, par l'adoption sociale, la cellule de base de la société de l'entraide, où chacun se fait un devoir d'en aider un autre et d'être dans la vie ensemble pour faire face, un peu comme les rapports entre ascendants et descendants. Alors, évidemment, il n'y aura plus de distinction, hein, de hiérarchie, mais quand vous êtes parents, vous avez des devoirs à l'égard de vos enfants, et vos enfants ont des devoirs à votre égard, les descendants à l'égard des ascendants. Ou dit autrement, le descendant a des droits sur ses ascendants, et les ascendants ont des droits sur leurs descendants. Hein. Voilà. Je voulais vous dire tout ça, je ne sais pas si ça va vraiment vous passionner, mais moi je l'espère, parce que les grandes idées, les grandes visions du monde, elles transitent à travers des mesures concrètes, il faut les placer au bon endroit, au bon moment, et il faut que ça soulève la discussion, il faut parler. Hein. Si on ne dit rien, on va juste dire « Ah ben Mélenchon veut tout prendre 100%. » Alors, nous-mêmes, on a rectifié le tir, parce que, un peu pour provoquer, on dit « Au-dessus de 12 millions, je prends tout », parce que ça fait marrer ceux qui n'ont pas 12 millions. Ceux qui ont plus de 12 millions, ça ne les fait pas marrer du tout, mais les autres, si. Bon, et on a dit non, on ne va pas parler comme ça, parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Donc, au-dessus de 12 millions, on donne tout à la nouvelle génération pour qu'elle étudie. Donc, au-dessus de 12 millions, on donne tout aux jeunes de la nouvelle génération pour qu'ils étudient et qu'ils ne fassent que ça, et qu'ils ne soient pas obligés de travailler en même temps. Bon, je vous parle de l'autre sujet maintenant. Bon, la deuxième info de cette revue, c'est évidemment l'annonce du meeting, je veux la faire ici aussi, qui va avoir lieu dimanche prochain à Nantes. Alors bon, on est début janvier, hein. Nous on a l'impression qu'on est déjà là depuis un mois, mais bon, c'est pas vrai, on est là depuis une semaine. Donc la campagne présidentielle recommence, c'est la règle. Hein. L'année a changé, on est en janvier, donc on recommence. Et vous verrez que chaque mois, il faudra recommencer, il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'on doit être maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, à 94 ou à 93 jours de l'élection présidentielle. Donc ça va très vite hein, maintenant. Je profite pour redire avec un petit sourire en coin que ceux qui en sont toujours à dire on verra dans 15 jours, dans 20 jours en programme, franchement, on peut faire mieux, quoi. Il s'agit quand même de gouverner un grand pays, c'est pas une cour de récréation. Donc il faut que le peuple puisse trancher sur autre chose que l'allure, l'apparence, la jolie parole ou l'étiquette politique. Il faut qu'ils puissent juger sur les contenus. Pour ça, il faut qu'ils aient le temps d'en prendre connaissance. Donc là, les médias ont un rôle à jouer pour nous aider à faire cette prise de conscience et de connaissance. Et puis, nous, on doit faire campagne, quoi. Campagne électorale, c'est pas une activité indigne, hein, c'est le contraire. C'est une activité noble, digne, on convainc, et donc on fait vivre la démocratie. Alors, nous, donc, on recommence tout, en quelque sorte. En janvier, bien sûr que non, on ne recommence pas tout. Mais il faut un acte un peu symbolique, très fort, qui marque la campagne. Donc, on a dit, nous, qu'on aurait 3 grands rendez-vous repères. Hein. Le premier, le 16 janvier, à Nantes. Le deuxième, le 20 mars, dans la rue, à Paris, où nous ferons une marche, à nouveau, une marche pour la 6e République, une marche pour tous les éléments du programme L'Avenir en commun. Et la 3e date, c'est le 5 avril. Alors cette fois-là, ça sera le retour des hologrammes. On fera 5, 6, peut-être 7 meetings hologrammes dans le pays, ce qui nous permet, dans la dernière ligne droite, de toucher le plus de monde possible dans tout le pays. Alors ça, c'est les 3 grandes dates. Ça commence par le 16 à Nantes. Alors c'est un meeting assez spécial parce qu'il doit tenir 2 objectifs. D'abord, il doit un peu marquer le moment, hein, il faut que ce soit un peu spécial. Et c'est le cas avec la méthode qu'on a utilisée, qui est une première, personne n'a jamais fait ça avant dans un meeting politique. Chez les artistes, oui. Alors c'est quoi? C'est un meeting immersif. Immersif, ça veut dire d'être plongé dans un décor. Hein. C'est un décor qui ne bouge pas trop, parce que si le décor bouge beaucoup pendant que vous êtes assis et que vous ne bougez pas, ça va vous donner le mal de mer. Donc c'est un décor, c'est une ambiance qu'on crée avec des magnifiques images qui se succèdent. Il est immersif et
cerise sur le gâteau, il est olfactif. C'est-à-dire qu'à 2 reprises, l'odeur va accompagner l'image que vous voyez. Bon. Alors vous verrez quoi, l'odeur de quoi bon. Bref, c'est quelque chose qui va être un peu un temps fort. Alors, ce qui est dommage, c'est que si vous regardez ça à la télévision ou sur votre écran d'ordinateur, ça ne va pas le faire, parce que quand vous êtes dans la salle, l'écran, l'image, elle fait 400 mètres, d'accord, de long, sur 6 mètres de haut. Donc c'est vraiment immersif, quoi, vous êtes vraiment dedans. Alors, ça va un peu se dérouler comme plutôt d'après l'organisation d'un spectacle. La première partie a été conçue par un metteur en scène, Christian Benedetti, avec Clémentine Autain, pour recueillir les textes, et des acteurs vont lire des textes. C'est une ambiance poético, politico, littéraire qui accompagne qui nous sommes, nous, hein, à quoi nous croyons, quelles sont les choses importantes. Mais vous voyez, avec un peu de solennité, mais ça devrait être beau, parce que c'est des acteurs qui seront là et qui vont faire le travail, et que c'est leur métier de lire des textes, de les dire en tout cas. Et puis après, il y a moi, qui est la rude tâche de vous présenter en quelque sorte une vision du monde. C'est pour ça qu'on fait ça. Parce qu'on s'est dit, on ne va pas juste faire un meeting qui va rappeler le programme. Le programme va être découpé en morceaux, et puis il y a des meetings dans tout le pays qui se font déjà et qui vont se faire de plus en plus à mesure qu'on s'approchera du premier tour. Mais moi, ma tâche, celle qui m'a été confiée, c'est de présenter ça dans un univers mental, dans une vision du monde et du futur immédiat, et pas seulement pour annoncer des catastrophes, hein, que tout le monde connaît, mais pour montrer que quand même la vie vaut la peine d'être vécue, il peut se passer des choses extraordinaires, et que l'histoire de la civilisation humaine ne va pas se terminer là, il ne va pas se terminer avec le capitalisme, il ne va pas se terminer avec la pandémie permanente et la catastrophe sociale de tous les jours, etc. etc. Donc, voilà, c'est ça le meeting du 16. Alors, vous êtes bien sûr invités. Moi, je vous conseille d'arriver à l'heure, parce que le problème toujours maintenant, c'est que on prend des jauges, hein, c'est-à-dire des salles, et puis bon, il y a une petite limite d'extension, mais pas tant que ça. Là, nous sommes équipés pour accueillir 3-4 000 personnes. Hein. Mais moi, la dernière fois que je suis allé à Nantes faire un grand meeting, c'était en 2012, on en a fait 6 000. Bon, on a dit peut-être qu'il y aura des réticences à venir. Alors bon, bref, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Les copains maintenant sont devenus très connaisseurs, hein, de tout ça. Voilà, donc tâchez d'arriver à l'heure. Si vous voulez nous aider à réfléchir, annoncez que vous allez venir sur le compte Facebook qui traite de cet événement, quoi, comme vous savez le faire. Nous, ça nous aide à savoir où on en est, hein, où on va en être. Sur le moment, il paraît qu'on sait faire des coefficients, diviseurs, multiplicateurs, tout ça, pour savoir à peu près combien de monde est attendu. Voilà, ça va être un événement politique positif, d'accord ? Il prend place dans une campagne, comme vous le savez, depuis le début. La ligne, c'était « Nous sommes pour ». Hein, et on recommence sur cette ligne-là, « Nous sommes pour ». Hein, et nous sommes dans un regard, dans une manière de penser le futur de la France. Et vous savez aussi bien que moi que si la France venait à élire un président de l'Union populaire, c'est un événement qui ne sera pas que national. Hein. Beaucoup de gens d'ailleurs suivent ce qu'on fait. Moi je suis très fier de voir d'ailleurs que dans certaines campagnes dans d'autres pays du monde, certaines de nos méthodes, de nos formules sont reprises. Et surtout une chose qui m'a vraiment fait un plaisir fou, c'est de voir des forces politiques se faire comme nous, se construire autour d'un programme. Parce que dans les années qui ont précédé, là, tout le monde avait un peu tendance à trouver 400 slogans, hein, une ou deux mesures, et puis allez, roule bouboule, c'était fini, et on faisait l'élection dans des polémiques sordides entre les candidats. Là, j'ai vu que nos amis au Chili ont une méthode qui est extrêmement comparable à la nôtre, ils ont fait comme nous, une base programmatique, des consultations pendant des jours et des jours, des milliers de contributions, le tri, le vote, enfin bref, tout ce qu'on a fait nous avec le programme L'avenir en commun. Bon, dernier point de cette revue de la semaine. Je mets de côté la question des signatures dont j'ai besoin pour les parrainages d'élus, parce que vous nous avez déjà entendu sur le sujet. Non, je veux venir sur la question d'aller voter.
vous entendez beaucoup de choses être dites sur l'abstention des milieux populaires, etc. Mais ce qui est remarquable, c'est que personne ne fait rien contre. Je veux dire, on pourrait faire des campagnes de publicité aussi denses que celles qu'on fait pour repousser les gens à aller se vacciner. Hein. Le gouvernement pourrait faire une campagne télévisée, le gouvernement pourrait faire une campagne sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, dès qu'il y a question de vaccin ou de maladie ou de Covid, vous tapez une pub pour expliquer qu'il faut aller vous vacciner, que le Covid peut être... bon, vous connaissez tout ça. Donc il pourrait faire la même chose pour pousser les gens à aller voter. Il ne fait rien. Mais c'est pas seulement ça. Ça, à la limite, on pourrait faire le boulot nous-mêmes, on le fait, en allant dans les cités, partout, voir les gens. Mais le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est qu'il y a 13 millions de personnes non inscrites ou mal inscrites. Non inscrites, ils ne sont pas là, ils n'ont pas de carte. Donc les gens, faites ce qu'il faut. Souciez-vous de savoir si vous êtes inscrit ou pas sur la liste électorale. Et croyez pas que ça se fait tout seul. Notamment vous, les jeunes gens, qui avez été enregistrés à 18 ans. Il ne suffit pas que vous soyez inscrit. Vous êtes inscrit à partir du domicile de vos parents, pas de l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Donc si vous êtes étudiant à l'autre bout de la France et que vous ne pouvez pas retourner chez vos parents ce jour-là pour voter, vous ne pouvez pas voter. À moins de donner une procuration. Alors ça, je vous connais. C'est les plus organisés, les plus disciplinés, les plus traditionnellement électeurs qui le font. Les autres, au dernier moment, ils réalisent « Ah, zut, je peux pas, j'ai pas pensé avant » et tout ça. Donc pensez-y maintenant. Puis deuxièmement, là je parle pour les non-inscrits. Puis il y a les mal inscrits. Mal inscrit, c'est quelqu'un qui est inscrit à une autre adresse que l'endroit où il est. Et donc, il ne reçoit pas sa carte d'électeur. Et puis quand il va au bureau de vote à côté, on lui dit « Mais non, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas sur nos listes. Hein ». Et ça représente au total, je vous l'ai dit, 13 millions de personnes non inscrites ou mal inscrites. C'est 27% du total de ceux qui peuvent voter. D'accord ? 27%. Et encore une fois, la non-inscription ou la mal-inscription, elle est socialement déterminée. C'est vraiment certaines catégories et pas d'autres. Alors, je suis obligé de vous dire que l'élection, elle se prépare aussi dans ce que vous-même, vous allez décider d'y mettre. Hein ? Si vous avez compris que ça ne sert à rien de bouder et de dire « je ne vote pas parce qu'on ne changera rien », si vous me dites « moi je ne vote pas parce que je suis pour qu'on reconnaisse le vote blanc », eh bien très bien, votez pour moi parce que moi, je le ferai, faire reconnaître le vote blanc. Si vous dites ben moi je vote pas parce qu'une fois qu'on a élu les gens ils font ce qu'ils veulent, eh bien votez pour moi parce que moi j'instaurerai le référendum qui vous donnera la possibilité de révoquer un élu. Donc les raisons de protestation politique qui font que peut-être vous ne votez pas à cause de ça, cette fois-ci vous pouvez les régler en votant pour moi, c'est-à-dire en mettant en place le programme de l'avenir en commun. Je voulais vous le dire parce que à la fin, bon, on fait ce qu'on peut nous, hein, on fait tout ce qu'on peut, on y grille notre vie hein, là-dedans. Mais il faut aussi qu'à un moment donné, ceux qui sont en face aussi fassent. Je veux dire en face, qui sont là, en face de moi sur cet écran. Hein. Il faut aussi faire un effort. Alors, je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui me regardent, qui ont fait l'effort, qui font du porte-à-porte, qui nous aident, qui téléphonent dans la famille. Ils vont dire, c'est pas si dur que ça, vous prenez une feuille de papier blanc, vous écrivez dessus. Dis non. De gens pas faciles, hein, pas genre mes enfants et puis mes parents, quoi. Hein. Vous mettez des noms de gens que vous connaissez par-ci, par-là, il faut un petit peu amener la conversation, ça va peut-être un coup à un repas du dimanche, et puis vous faites avancer la cause en faisant avancer le vote. Alors avec moi, c'est facile, hein, vous commencez par dire, bon d'accord, on dit que, mais c'est le programme qui compte. Hein. Donc c'est pas la peine d'essayer de me défendre comme personne, laissez tomber. Ce qui compte, c'est de dire aux gens de faire appel à leur intelligence et à leur dignité. Dire, enfin quand même... on vote pour un programme. Et puis ce gars, bon, on peut me reprocher tout ce qu'on veut, mais on peut aussi penser que j'ai quelques qualités qui sont liées à l'expérience politique, à la connaissance du monde, et au fait que, bon, ben, je sais faire, quoi. Donc si vous voulez trouver quelqu'un qui applique le programme qu'il a annoncé, ben c'est moi. Évidemment, si vous en voulez pas, il faut pas voter pour moi. Mais si vous en voulez, ben il n'y a rien d'autre à faire. Si vous voulez le contenu du programme, ben il y a un candidat pour ça. Moi, je voulais vous le dire, et vous demander vraiment maintenant, c'est bon, quoi. On est à 93 jours, je ne sais plus combien exactement, et quand vous verrez cette vidéo, peut-être que ça sera plus court, bon, maintenant tout le monde s'y met, hein, pas que moi, Antoine et tous les autres qui font cette campagne, qui militent de manière brillantissime dans cette équipe brillantissime. Allez, à bientôt.